Bonjour et bienvenue au 50e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Et aujourd'hui notre thème c'est les jeux de levée, mais pas les jeux de levée pour débutants, là, les next level. Là. C'est le genre de jeu que la soirée de jeu, tu demandes à quelqu'un, tu connais-tu ça les jeux de levée? Puis si la réponse c'est les quoi? Ben tu joueras pas à ça. Là. Ouais, non, parce que c'est vraiment les jeux où on va avoir ajouté une twist suffisamment intense pour que le niveau de stratégie requis pour gagner est vraiment plus élevé que le classique Dame de pique. C'est ça. Fait que moi je vais vous parler de Ghost of Christmas. Puis toi Vincent? Moi, je vais vous parler de Aurum. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant ça, on va faire, comme d'habitude, notre retour sur le duel de l'an passé. Et l'an passé, on avait un débat pour ou contre les extensions. Je pense que Sam était clairement pour les extensions à 5 joueurs. Not. Non, mais pour vrai, plus le temps passe, puis plus je me dis que la plupart du temps, c'est vraiment pas nécessaire, les extensions. Là. Moi, j'ai encore l'idée que, tu sais, ça dépend vraiment. Tu sais, des fois, c'est le fun de rajouter ou de prolonger la durée de vie d'un jeu qu'on aime. Des fois, est essentiel pour pouvoir corriger certains défauts du jeu qui, au début, avaient peut-être pas été vus. Puis qu'une fois qu'on ajoute cette extension-là, on embellit vraiment l'expérience, puis ça se passe vraiment mieux. Là, je pense à, entre autres, Star Wars Rebellion, je pense à Civilization, The New Dawn. Et tu vois, moi, Civilization, je l'aime mieux sans l'extension, tu sais. Ah, moi, je l'aime mieux. Mais, tu sais, la majorité de ton bord, je veux dire, j'ai plus entendu l'inverse que... Mais c'est ça, tu sais, la plupart du temps, il faut que tu joues beaucoup pour que ça vaille la peine, puis tu sais, moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tellement de jeux que il y en a pas beaucoup que je joue assez pour que ça je veuille des extensions. Ouais, il y a ce point-là aussi, tu sais, c'est à quel point est-ce que t'aimes ce jeu-là ou que t'espères aimer ce jeu-là, puis que ça améliore ton expérience de jeu si t'as une extension qui vient avec. Ça reste que c'est très jeu dépendant pour moi aussi. Ouais, c'est ça. C'est dur d'avoir une règle qui s'applique à tout. Parce qu'il y a tellement de jeux pis tellement d'extensions différentes, mais comme plus souvent qu'autrement, c'était mieux avec un autre jeu. Selon moi. Donc ça, c'était pour l'an passé. Maintenant, on va y aller avec nos expériences récentes de jeu. J'en ai deux à te parler. Deux expériences notables. Une qui était une déception, puis l'autre qui était une belle surprise. Fait que je vais commencer par la déception. Commençons par la mauvaise nouvelle, l'histoire d'aller juste en améliorant. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, mon jeu dans le duel va être à la fin. Fait que ouais, on va aller du pire au meilleur. Ah. Fait que le pire, c'est Marvel Dagger de Dane Beltrami, puis publié par Fantasy Flight Games. Puis je dis le pire, là, mais c'était... Il y avait des belles choses dans le jeu. Là. Je vais commencer avec le positif. C'est un jeu coop dans le style des pandémies. Là. En fait, ça m'a fait beaucoup penser à Star Wars The Clone Wars qu'on a parlé dans un duel. Donc, c'est un jeu où on va avoir notre héros. Fait que là, on a le choix entre les Spider-Man, Iron Man, Daredevil, Hulk, Captain America, et name it, là, je pense qu'il y a 20 héros dans la boîte. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis là, on va se déplacer sur la carte du monde, on va combattre des sbires, essayer de combattre le super vilain, de déjouer ces espèces de plans machiavéliques, puis de défendre nos bases contre les assauts ennemis. Fait que, tu sais, so far, ça ressemble vraiment aux pandémies, là. Tu sais, à chaque tour, le vilain fait des affaires, puis là, on essaie de temporiser ça, puis de survivre à la vague de menaces qui nous arrivent. Puis dans le fond, le jeu, il y a comme 4 actions de base qui sont, tu sais, comme se déplacer, combattre, faire des missions, puis se reposer. Puis
au début de la partie, on va choisir un personnage, puis on va aussi choisir un aspect. Là. Fait qu'un peu comme dans Marvel Champions, là, t'as comme différents aspects, là, comme leadership, agression, protection, puis dans celui-là, il y en a 6. Puis dans le fond, l'aspect, ce que ça va faire, c'est que ça va te donner un petit pouvoir passif, puis ça va faire que 2 de tes 4 actions vont être plus fortes que les autres. Puis le personnage que tu choisis va te rajouter comme une 5e action qui est spécifique à ce personnage-là. Fait que ça, c'était l'aspect le plus cool du jeu, je trouvais, de justement combiner ton personnage avec ton aspect, puis essayer de monter ton équipe. Là, nous, on avait joué à 4 joueurs, fait qu'on avait tous pris des aspects différents pour essayer de se faire une team le plus balancée possible, puis tout ça. Puis on avait pris des personnages qui fitaient avec les aspects, puis tu sais, ça, c'était cool. Autre aspect cool du jeu, c'est il y a vraiment un aspect coopératif. Là. Il y a certaines actions qui vont te permettre d'accumuler une ressource qui est vraiment comme, je pense que ça s'appelle littéralement de la coopération. Puis il y a un système aussi que tu peux marquer les ennemis ou power up toi ou les autres héros. Puis dans le fond, il y a des habilités spéciales que tu peux déclencher juste quand t'es power up ou juste sur des ennemis qui sont marqués puis qui sont comme vraiment plus fortes. Fait que tu sais, cet aspect-là, c'était vraiment le fun. Ouais, parce que t'as l'impression de pouvoir vraiment te coordonner pour pouvoir tabasser le vilain plus facilement. Fait que t'as un peu de cet aspect-là, justement, que t'as comme une vraie coopération puis un vrai travail d'équipe pour gagner. Ouais. Ça, c'est très cool. Ce qui est moins cool, c'est que le jeu, il prend 3 à 4 heures à jouer. Selon la boîte. Pour une fois, la boîte ment pas tant que ça. Ils ont décidé d'être honnêtes puis finalement... Mais je pense que ça nous a pris un petit peu moins que 3 heures, là, mais tu sais, on roulait puis ça y allait, là, mais c'est ça, c'est beaucoup trop long pour ce que c'est parce que au final, ça reste que tu fais la même affaire pendant 3 heures. Tu sais, il y a pas de progression, ton personnage ne devient pas plus fort. Tu sais, il y a une mission que tu peux te donner pour te débarrer une habilité spéciale de plus, mais qui est pas tout le temps si hot que ça. Puis en plus, pendant que ta mission est en jeu, t'as un gros malus. Fait que tu sais, ça vaut pas tout le temps la peine. Puis tu sais, pour réussir les missions que le jeu te demande, dans le fond, c'est juste que tu lances plein de dés, puis là, t'espères avoir des succès. Puis dans le fond, plus il y a de joueurs, plus il faut que t'aies de succès pour réussir la mission, tu sais. Puis ils s'accumulent, là, fait que si mettons ça en prend 8, j'en brasse 2 ce tour-ci, ben il y en a 2 placés dessus, puis là, le prochain arrive, il en brasse 3, ben là, on est rendu à 5, mais tu sais, ça vient quand même très répétitif, puis le système de dés était... les dés, ils me faisaient penser un peu à ceux de Imperial Assault, là, il y a comme plusieurs symboles différents dessus, puis dépendant du test que tu fais, il y a juste un type de symbole qui va être un succès, mais tu sais, il y a pas comme dans Imperial Assault, mettons, il y a des dés de couleurs différentes qui ont plus ou moins de chances de réussir sur certains succès, mettons. Là. Ben certains symboles sont là plus ou moins souvent. Mais dans celui-là, toutes les dés sont pareilles. Puis il y a des façons de les mitiguer un petit peu, mais pas tant que ça. Fait que tu sais, c'est ça. La façon de rendre le jeu plus tough, c'est juste de te faire brasser plus de dés puis de rallonger la partie au final. Là. Ok, ouais, c'est sûr que ça peut devenir redondant longtemps. Si déjà au départ, tu t'as pas de progression beaucoup, tu sais, ça veut dire que tu fais vraiment exactement la même chose à répétition pendant 3 heures. Ouais, ben la progression, c'est que c'est, tu sais, mettons nous autres, le villain, il y avait 3 schemes, fait que là, fallait toutes les faire une à la suite de l'autre, puis là, que tu la réussisses ou pas, ça va juste comme changer le combat final. Là. Tu sais, si tu rates ta mission, ben le boss va être plus fort pendant le combat final, puis si t'as réussi, ben c'est toi qui vas être plus fort, tu sais. Fait que gagner ou perdre, tu sais, ça progresse, puis... Mais c'est ça, tu sais, c'était... Au final, on a réussi 2 sur 3 des missions, puis quand on est arrivé au combat final, on l'a genre pété en 2 tours. Hein. Fait que ça a pas été une fin climatique, mettons, là. Hmm. Fait que ça laisse un peu sur ta faim. Puis à t'écouter, dans le fond, c'est comme pandémie, mais beaucoup trop long. C'est ça, genre si le jeu avait été la moitié de moins de temps, ça aurait été cool. Si t'aimes ce genre de jeu-là, puis que t'aimes Marvel. Mais là, tu sais, on avait de la misère à voir c'est qui le public cible de ce jeu-là, parce que ça reste très simple, très familial, mais comme pour des enfants, ça va être long une partie. Pour des gamers qui sont prêts à se lancer dans un grand jeu épique, ben t'aimes
J'aurais aimé ça qu'il y ait un peu de changement pendant la partie, un peu de crescendo de quelque chose. Tu sais, c'était plaisant, mais c'est ça, c'était un peu trop long. Donc, c'était Marvel Dagger de Dane Beltrami et Fantasy Flight Games. Puis toi, Vince, à quoi t'as joué récemment? Ben, moi, j'ai essayé un jeu que j'avais le goût d'essayer depuis un certain temps. C'est le jeu Moonrakers, qui a été designé par Max Anderson, Zach Dixon et Austin Harrison, puis qui a été publié aux éditions Ivy Games. Ce qui m'avait attiré, c'était un peu le principe c'est un jeu deck building avec de la discussion, puis faire des ententes avec ses opposants pour pouvoir progresser. Ça m'intriguait sur papier, finalement, ça a certains problèmes, en fait. Donc, dans Moonrakers, chaque joueur, dans le fond, c'est un peu un chef de mission. Puis il y a différentes missions qui sont disponibles. Chaque mission, dans le fond, va requérir certains éléments, dans le fond, soit des cartes qui sont de différentes couleurs, puis qui ont des différentes fonctions. On a des cartes qui nous permettent de faire une action supplémentaire, de piocher des cartes, de bloquer des dégâts. On a des cartes qui font rien, puis on a des cartes qui font des dégâts, puis en fonction des missions qu'on va sélectionner, on va avoir, dans le fond, à jouer un certain nombre de cartes de chaque couleur. L'affaire, c'est qu'au début de la partie, on n'a pas assez de cartes dans nos mains pour pouvoir faire les missions. Puis aussi, au départ, si on n'a pas de carte bleue par exemple, on peut juste jouer une seule carte, puis les missions vont généralement requérir plusieurs, en fait. Généralement, il va t'en falloir au moins 2-3. Fait que c'est pas certain qu'avec ta main de carte, tu vas pouvoir la faire toute seule. Fait que c'est là que vient la négociation. C'est que là, tu choisis une mission, tu proposes après ça aux gens autour de la table qui veut se joindre à toi. Puis là, tu leur promets des récompenses. Fait que là, admettons, en fonction de qu'est-ce que la mission va te donner, tu sais, des fois, c'est des cartes supplémentaires, c'est d'aller chercher de l'équipage, c'est d'aller chercher des améliorations pour ton vaisseau, ou tout simplement de l'argent ou des points. Fait que c'est comme Munchkin. Quasiment. Mais c'est plus le fun, puis t'as pas de règles concernant la tricherie, là. Puis est-ce que les autres qui sont pas dans la mission peuvent comme essayer de te saboter? Non. Ceux qui participent pas, dans le fond, peuvent pas interviennent pas du tout dans le cadre de la mission. Okay. Mais ceux qui t'aident, ils peuvent te saboter aussi. Ah. Ça, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, là, justement, quand tu réussis à dépasser un peu tout le monde. Tu sais, les autres, ils veulent pas nécessairement que tu progresses trop. Fait qu'ils vont faire semblant de se joindre à toi en te disant, moi, admettons, je vais pouvoir te fournir tel type de carte, puis tout ça. Puis au final, il te met une carte qui sert à rien sur le plateau, et dit, arrange-toi. Puis t'as-tu des conséquences quand tu te joins à une mission, mettons, puis que ça rate? Non. Non, t'as pas vraiment de conséquences d'échouer une mission. C'est juste que tu progresses pas. OK. Fait que, au début de la partie, tu sais, étant donné que personne peut vraiment faire des missions tout seul, on va tout le temps essayer de s'aider, puis essayer de faire réussir la mission, puis d'avoir la récompense qu'on t'a promis. Fait que c'est un peu de dealer à savoir, qu'est-ce que t'as fait qui a l'air plus menaçant, tu sais, puis à mesure que la partie avance, on va avoir des cartes différentes, on va avoir des améliorations différentes. Fait que des fois, tu te dis, si je vais faire une mission plus, mettons, plus combat, lui, il a des grosses cartes de dégâts. Fait que, tu sais, peut-être que je suis mieux d'essayer d'y offrir quelque chose de pas pire. Fait que, tu sais, tout le monde finit par un peu se construire un deck puis essayer d'être plus attractif pour les autres. Parce que, tu sais, t'as le goût qu'on te prenne en mission. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est cool parce que le début de la partie puis le milieu de la partie, c'est comme ça. On s'aide puis ça, on progresse. Des fois, on se backstab un peu. T'as un drôle de sentiment quand tu viens de te faire backstabber parce que tu sais qu'il va falloir à un moment donné que tu lui redemandes de l'aide ou tu vas vouloir l'aider pendant une autre mission. Fait que ça, je trouve ça drôle, là. Tu sais, c'est faut que t'aies la mémoire courte. Ouais, faut pas que tu t'aies beaucoup de rancœur pour jouer à ce jeu-là parce que on va se backstabber, mais on va s'aider après, tu sais, c'est comme ça bouge beaucoup. Puis ça allait bien. Jusqu'à temps qu'on arrive à la fin, quand tout le monde est à veille de gagner, puis que là, plus personne veut s'aider.
Parce que tout le monde est comme à quelques points. Finalement, tout le monde essaye un peu de... Quand tu veux quand tu veux demander de l'aide à quelqu'un, les prix qu'ils vont demander vont être soit énormes, soit ils vont juste dire non, je vais pas t'aider parce que tu vas gagner. Tu sais, c'est un peu c'est un peu comme ça. Fait que ça ralentit beaucoup la partie. Puis souvent, tu sais, c'est rare que t'as un deck qui va finir les grosses missions d'un coup. Fait que là, tu vas essayer de faire les petites missions comme à 1 point tout seul, peut-être des fois à 3, mais c'est plus difficile. Fait que ça ralentit vraiment la partie. On pensait à un moment donné qu'on avait fini, que tu sais, on était presque là, que ça allait se finir en 3 tours. Finalement, on a tourné en rond pendant un bon moment avant que quelqu'un finalement décide de mettre fin à la partie en faisant gagner quelqu'un parce qu'on était tannés. Ouais. C'est ça. Puis en plus, tu sais, je pense qu'on avait on avait un bon groupe pour jouer à ce jeu-là parce que on s'ostinait pas, on niaisait pas. Tu sais, quand on choisissait une mission, on disait bon, on y va là-dessus, puis après ça, on changeait pas. Là. On disait ok, on parle de cette mission-là. Chacun faisait une offre, oui, non, puis on envoyait là, puis ça allait rondement, mais même à ça, à un moment donné, c'est devenu long là parce qu'on faisait pas de mission, ça progressait pas. Ouais, dans le fond, vous avez pas assez progressé pour être capable de faire des missions tout seul. C'est ça. Puis sinon, c'est que ce qu'on aurait peut-être pu faire, c'est essayer d'aller obtenir des objectifs secrets plus souvent. Mais quand tu fais ça, c'est que tu joues pas, dans le fond. C'est pour aller chercher ces objectifs-là, c'est comme tu restes à la base. Tu as une pièce de pitié, tu peux piocher un objectif secret, mais tu progresses pas bien. Ouais. Ouais. Fait qu'il y avait peut-être ça qu'on aurait pu faire de plus. Mais c'est ça, c'est qu'au final, au début, ça roule bien, c'est le fun, on s'ostine, on jase, on se backstab, c'est agréable. Puis là, à la fin, ça ralentit, ça bloque, puis on négocie plus là, parce que tu veux pas aider, tu veux plus t'aider, tu veux plus Ouais. aider personne. Puis penses-tu qu'en sachant ça, t'aurais changé ta stratégie puis que ça aurait peut-être été moins pire? Ou c'est juste que le jeu est fait de même puis ça va tout le temps être ça? Ben, comme je te dis, peut-être que la seule affaire qui aurait pu aider, ça aurait été d'avoir des objectifs secrets qui t'accumulent, puis qu'à la dernière minute, tu fais vraiment un truckload de points. Mais tu sais, ça, faut que tu sois comme chanceux sur les objectifs, faut que tu réussisses à les placer, puis c'est pas... C'est un peu ça, comme les cartes intrigues dans Dune Imperium, là. ouais, sauf que là, c'est comme, ça fait partie plus encore du cœur, là, tu sais, Ok. je pense que ça fait partie un peu du jeu, là, fait que c'est ça. Tu sais, c'était bien le fun au début, mais... Puis je pense que aussi, c'est il peut être difficile à sortir en fonction avec qui tu joues. Tu sais, il faut que tu joues avec des gens qui ont pas trop de rancune non plus. Ouais. C'est pas pour tout le monde les jeux de négociation non plus, là. Non, c'est ça. La question qui tue, est-ce que tu rejouerais? Ça, je sais pas. Tu sais, si on me disait qu'il y avait une extension qui réglait le problème de la fin de game, je serais curieux de l'essayer parce que j'ai apprécié le build-up jusqu'à la fin, mais... Je sais qu'il y a une extension, je sais pas qu'est-ce que ça rajoute puis si c'est supposé régler ce problème-là, là, mais je sais qu'il y a une extension qui est sortie. Ouais, je sais pas si j'ai pas d'infos sur ça non plus, si ça le règle, mais... Fait que si jamais il y a des gens à la maison qui l'ont essayé, qui l'aiment, puis que vous pensez que ça peut améliorer cet aspect-là, mais nous l'écrirez dans les commentaires. Ouais, parce que, tu sais, j'ai vraiment aimé tout, à part la fin. Puis ça, il laisse un goût amer, un peu. Ouais. Puis sinon, toi, Sam, à quoi t'as joué? Parce que là, Ben, tu nous as parlé de Crescendo, là. Ouais, ben on va finir ça en beauté avec un jeu que j'ai joué la même journée que tu as joué à Moonrakers, c'était au barbecue des Patreons de Professeur Board Game. Donc David qui nous avait accueillis chez eux. Super belle journée, on a bien mangé, du bon monde, plein de jeux, c'était vraiment cool comme journée. Puis j'ai joué à ce jeu-là justement avec David, mais aussi avec des auditeurs dont La Flèche, qui nous a montré le jeu qui est Pax Pamir, 2e édition. Un jeu de l'auteur Cole Wehrle et publié par World Geek Games. Donc Cole Wehrle, c'est lui qui a fait Root et Oath aussi, mais je pense que Pax Pamir, c'était son premier design publié, la première édition.
Puis cette deuxième édition-là est arrivée en 2019. Donc, c'est un jeu qui est seté en Afghanistan, pendant la période historique qu'ils ont appelé le Great Game. Donc, c'est une espèce de lutte de pouvoir entre les Afghans, les Britanniques, puis les Russes. Puis dans le fond, chaque joueur, on est comme des espèces de chefs de tribu qui regardent ça aller puis qui essayent de tirer leur épingle du jeu de cette espèce de guerre politique là. Fait que dans le fond, en début de partie, on va choisir une des 3 factions qu'on va supporter. Mais ça va être possible pendant la partie de changer d'allégeance puis de switcher de bord. Avec des coûts plus ou moins élevés. En fait, plus tu t'investis dans une faction, plus ça va faire mal de switcher. Fait que en début de partie, c'est quand même facile de tourner son manteau, mais comme vers la fin de la partie, ben, c'est plus risqué, mettons. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir une espèce de marché de cartes. Dans chaque colonne, il va y avoir 2 cartes, puis dans le fond, les cartes de la première colonne sont gratuites. La deuxième colonne, il faut mettre une pièce sur les cartes précédentes pour aller la chercher, puis au fond, plus on va loin, plus ça coûte cher. Puis évidemment, les pièces qui sont placées sur les cartes, dans le fond, s'il y a un autre joueur qui vient les chercher après ces cartes-là, ben il va récupérer les pièces qui ont été placées dessus. Puis le jeu, dans le fond, il y a une économie fermée. On commence avec un certain nombre de pièces chacun dans la partie. Puis à toutes les fois qu'on paye, ben il va falloir placer cet argent-là sur les cartes. Puis ou le donner à d'autres joueurs, mais comme il va pas sortir du jeu. Il y a quelques façons d'en faire rentrer. Dans le fond, il y a des cartes que quand ils arrivent dans ton tableau, te donnent plus d'argent que tu prends carrément de la banque. Mais par contre, les cartes qui sont dans ton tableau, c'est tous des personnages, dans le fond, historiques, et qui vont être associés avec une des régions du plateau. Dans le fond, le plateau, c'est comme une carte de l'Afghanistan qui est divisée en certaines régions. Puis dans le fond, au cours de la partie, il va y avoir comme plusieurs phases de scoring. Puis là, pour faire des points, il faut soit que tu aies, toi, de l'influence sur le plateau, si aucune des 3 factions domine les 2 autres, ou si une des factions domine les autres, ben il faut que tu aies de l'influence avec cette faction-là pour faire des points. Fait qu'il y a comme tout un jeu de coulisses puis de politique, puis comme est-ce que tu vas essayer d'aller all-in avec une faction puis là des faire dominer pour faire des points avec eux autres, ou tu t'essayes de balancer les choses puis de juste toi te mettre de l'influence un peu partout sur le plateau puis d'aller faire tes points comme ça, tu sais. Puis s'il y a plusieurs joueurs qui se mettent à tirer d'un bord, ben ça devient difficile pour les autres de contrer ça, tu sais. Fait que nous on a joué à 5, tu sais, il y avait 3 factions, fait que ça a comme à donner que personne n'est allé backer les Britanniques parce que au début de la partie dans le marché, il y avait aucune carte britannique, tu sais. Fait que personne n'a voulu aller avec eux autres, puis comme il y a personne qui a switché pour eux pendant la partie non plus parce que ils sont restés faibles tellement longtemps que qui ont jamais été assez intéressants pour que quelqu'un fasse sa faction. Que le statu quo était pas non plus était pas non plus dans les options là. Les gens ont pris un bord vraiment. Ben on était comme 2 puis 3 sur les Russes puis les Afghans, puis il y a quelqu'un qui a switché pendant la partie, mais fait que oui, il y a une couple de scoring qui ont été faites parce que faut que la faction en domine toutes les autres dans le fond. Fait que le Russe puis Afghan était pas mal égal, fait que il y en a aucune des deux qui a scoré, fait que là c'est la personne qui a le plus d'influence qui a fait des points finalement. Puis t'as aussi l'aspect que genre si j'ai des cartes britanniques puis que je décide que je change de bord, ben toutes mes cartes britanniques dans mon tableau vont partir parce que eux c'est des personnages qui étaient vraiment avec les Britanniques. Mais des fois quand ça arrive, ça peut te donner un bonus. Puis ça peut te donner un bonus aussi quand tu vas tuer les cartes des autres. C'est des moyens aussi d'aller répandre ton influence dans le tableau des autres. Fait que là, t'as des actions qui te permettent d'aller assassiner les personnages si t'as mis de l'influence dessus. Mais là, l'autre peut se rajouter de l'influence pour les protéger. Puis aussi quand tu vas mettre ton influence sur la carte de quelqu'un d'autre, quand il veut utiliser l'action qui est dessus, il va devoir te payer.
Mais c'est toujours négociable. Tu peux toujours dire, ah ouais, ben si tu fais telle affaire avec cette action-là, tu peux me donner juste la moitié de l'argent que tu me dois, ou tu sais, c'est... Il y a comme tout cet aspect-là de table talk puis de négociation, puis de, ah ben si tu fais quelque chose pour moi, ben je peux te laisser un petit rabais sur les taxes que tu me dois, puis... Fait que c'est vraiment cool, là. Les règles, au final, tu sais, ça a l'air vraiment élevé comme jeu, puis mais les règles sont simples, c'est juste que toutes tes actions sont tellement lourdes de conséquences, puis comme faut que tu regardes qu'est-ce qui s'en vient dans le marché, qu'est-ce que les gens vont pouvoir faire avec ces cartes-là, parce que oui, il y a des cartes qui sont des personnages, mais t'as aussi des événements, puis là, si ils se rendent jusqu'au bout du marché, c'est un certain événement qui se déclenche, puis sinon c'est un autre événement si quelqu'un l'achète, fait que là tu te dis ah ben je veux pas nécessairement l'acheter cette carte-là parce que cet événement-là, il m'aide pas tant que ça, mais si personne l'achète, l'autre événement qui arrive, ça va vraiment trop me nuire, fait que j'ai comme pas le choix de le faire. Mais des fois, elle est loin, la carte, puis là, quand elle tombe cheap, ben c'est pas ton tour, fait que c'est pas toi qui peux l'acheter, fait que tu sais, c'est... Surtout à 5, là, c'est comme dur de prévoir quelles cartes vont être achetées, qu'est-ce qui va être disponible quand ça va être ton tour. Faut tout le temps que tu réagisses un peu à ce que les autres font. T'essayes de les influencer pour qu'ils t'aident un peu, mais... Ça pas doit tout le temps pas être évident. Non, c'est ça. Ouais, tout le monde a son propre agenda, son propre plan, puis j'avoue que ça doit un peu foutre la merde assez souvent, tu sais, en fonction les bonhommes ont l'air d'avoir des pouvoirs assez intéressants aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mettons que t'es dans les deux, on supporte les Russes, mais t'as déjà plus de points que moi. J'ai pas vraiment intérêt à ce que ce soit les Russes qui dominent parce que, tu sais, je te rattraperai pas comme ça, tu sais. À moins que, dans le fond, je te dépasse en support de Russes parce que là, dans le fond, c'est s'il y a une faction qui domine, ben c'est la personne qui est back le plus, qui fait le plus de points, tu sais. Fait qu'il y a tout ce petit côté-là à prendre en compte, puis tu sais c'est pas trop long, c'est vraiment j'ai adoré mon expérience là, c'était très bon jeu, j'y rejouerais sans hésiter là. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était l'esthétique du jeu. Ça m'a vraiment rendu curieux, tu sais, le matériel est beau, Ouais, simple, dans le fond, mais le plateau, c'est comme un espèce de tapis en tissu que tu déroules. Les armées, c'est comme des espèces de gros blocs d'acrylique que tu places sur le board. Là. Ça fait très vieille carte là, 19e siècle avec les généraux avec leurs gros cigares là, puis qui déplacent leurs armées avec des petits bâtons. Là. ouais, ben moi, tu vois, moi je le voyais plus comme médiéval, là, tu sais, justement, t'as comme pas full de moyens, fait que tu sais, c'est des petits blocs de telle couleur qui sont tes armées, tu sais, ça reste simpliste, Ouais. mais Puis tu sais, la flèche, il y avait les pièces en métal de luxe, là. Fait que j'étais un petit élément tactile aussi. Puis tu sais, les cartes, il y a vraiment beaucoup de flavor text dessus aussi, de contexte historique sur c'est qui cette personne-là, puis qu'est-ce qu'elle a fait, puis pourquoi elle est importante dans ce conflit-là, puis si t'es mordu d'histoire, il y a moyen d'en apprendre pas mal là, sur un conflit que moi je connaissais pas vraiment, pour être honnête, là. Donc c'est ça, c'était Pax Pamir, deuxième édition de Cole Wehrle et Wehrle Games. ouais, je pense que ça aurait été mon genre aussi. Ce genre de jeu où est-ce qu'on peut poignarder le monde dans le dos, là. Ouais, on sait que t'aimes ça, toi. Ouais, ça devient problématique parce que là, c'est le monde s'y attend. T'as une réputation. Ouais, C'est sûr que tu le cries sur tous les toits au podcast, là. Ça t'aide pas. ouais. Ouais, c'est vrai. Faudrait peut-être que je sois plus discret par rapport à ça. J'avais pas backstabé personne à Moonrakers. Mais j'ai été celui qui s'est fait backstabber le plus. Yeah. C'est le karma. Ouais. Good. Fait que là, on en arrive à notre événement principal, le duel. On rappelle, c'est des jeux de levée plus avancés. Donc, on élève les levées, on déplie les plis, on track les tricks. On commence ça à pli levé. Oh boy. Ouais, t'as commencé. Il fallait que je dépasse un peu la limite. Fait que comme ça, on peut discuter pour voir. Ouais, mais on voit que l'humour, c'est pas ton atout. Oh là.
Wesh. Bon, on va arrêter là. Bye. C'était Board Game Duel. Fait que, ben, moi, je vais commencer par vous présenter le jeu Aurum, qui est sorti en 2023, designé par... Il est pas sorti encore, en fait. Il est pas sorti encore? Ah oui, c'est vrai. Précision. On a reçu une copie de l'éditeur. Qu'on remercie. Merci à Pandasaurus Games. Et, ben, il faut que j'en revienne. Le designer était Shrish Bat. Je pense que je prononce pas son nom correctement. Pour faire un changement. Donc, Aurum, c'est un jeu de levée vraiment pas comme les autres. Dans le sens où, habituellement, dans un jeu de levée, on va se faire imposer une couleur, puis il va falloir fournir dans cette couleur-là. Ben là, ici, on revire tout ça à l'envers. Puis en fait, c'est que faut jouer une couleur qui aura pas été jouée. Déjà, ça vient un peu changer la game. C'est un peu, il y a comme une thématique autour de ça. Aurum, c'est le nom latin pour de l'or. Puis ça tourne autour, dans le fond, d'une thématique d'alchimiste qui essaye de transformer les métaux en or. Puis justement, en jouant nos cartes, éventuellement, on va avoir des cartes d'or qui sont les cartes d'atout, qui peuvent valoir aussi des points. Donc, Aurum, c'est un jeu qui va jouer de 3 à 4 joueurs. Ça change vraiment beaucoup la donne en fonction du nombre de joueurs, parce que lorsqu'on joue à 4 joueurs, le jeu va se jouer en équipe, alors qu'à 3, il va se jouer en mode chacun pour soi. Donc, pour revenir à comment on va faire une levée, au départ, tous les joueurs vont avoir une carte d'or d'atout qui vaut 0, puis on va avoir toutes les autres cartes qui vont être distribuées dans les mains de chaque joueur. Le premier joueur va mettre une carte qui est d'une couleur. Il y a 5 couleurs dans le jeu excluant l'or. Puis les autres joueurs vont devoir mettre une carte qui n'est pas de cette couleur. Ici, une des premières twists, en plus du changement de couleur, c'est que la personne qui va mettre la carte la plus basse va pouvoir aller chercher une carte d'atout qui a la valeur de cette carte-là. Cette carte d'atout-là peut être utilisée à tout moment pour pouvoir gagner une main, si tu as la carte d'atout la plus forte, mais tu peux aussi la conserver avec toi, puis elle va valoir des points à la fin du round. Ouais, puis plus la valeur sur la carte est élevée, plus ça vaut de points. C'est ça. Ça fait de 1, 2 ou 3 points en fonction de la hauteur de la carte. Fait que là, on progresse comme ça. Le plus bas va ramasser des cartes d'atout. C'est aussi cette personne-là qui va commencer la ronde suivante. C'est pas celui qui remporte la main, mais vraiment celui qui perd la main au final. On peut jouer des égalités. Celui qui met la dernière carte de l'égalité, c'est lui qui est considéré comme ayant la carte la plus haute ou la plus basse. Ou les deux. Ou les deux, oui, parce que si tout le monde c'est met... 4 valeurs pareilles, ouais, 3. C'est particulièrement drôle quand ça arrive. Tout le monde met le même chiffre. C'est la dernière personne qui met la carte qui a et la plus basse et la plus haute. Fait qu'il remporte tout. Un autre truc que j'ai pas dit, mais au début du round, il va falloir prendre une des cartes de notre main qui va être le nombre de levées qu'on pense gagner. Fait que là, on est limité par ce qu'on a dans notre main. Puis on va être plus ou moins conservateur parce que un autre twist, c'est qu'étant donné que faut pas fournir dans une couleur donnée, puis qu'il faut fournir dans le fond dans les couleurs qui n'ont pas été fournies, si à un moment donné quelqu'un peut pas jouer de carte, ça arrête là. Fait que tu sais pas nécessairement combien il va y avoir de levées qui vont être faites au début de la partie. Fait qu'il faut que tu fasses attention à la carte que tu choisis puis que tu vas mettre comme étant le nombre de levées que tu penses gagner. Parce que si tu gagnes exactement le bon nombre de levées, ben là tu fais 2 fois ces points-là. Puis si t'en fais pas assez, ben là tu fais 0 point. Puis si t'en fais plus, ben peu importe quand t'en fais plus, tu vas faire juste ta mise dans le fond. Exact. Fait qu'il faut que tu choisisses ça comme il faut. Il y a moyen de la changer en cours de partie, mais pour ça, il faut que tu sacrifies une carte d'or. Fait que tu sais, c'est une carte d'atout qui peut t'aider à gagner une main, mais aussi, si t'as jeté déjà ta 0, ça va te faire perdre des points nécessairement. Parce que les cartes d'atout vont avoir des points. Fait que là, on avance, on joue nos cartes, on ramasse de l'or, on ramasse des mains, des levées, puis dès qu'on buste, dès que quelqu'un, dans le fond, peut pas jouer de cartes parce que ce qui reste dans les mains, c'est toutes des couleurs qui ont déjà été jouées, le round arrête. Puis là, on calcule les points.
on calcule les points en fonction des levées que tu as gagnées, plus les points des cartes à tout que tu vas avoir puis que tu n'auras pas joué. Puis, à ce moment-là, on détermine c'est qui a gagné cette ronde-là. Il va gagner une pépite. Puis après ça, on refait comme ça 2-3 rounds pour, en le fond, c'est un 2 de 3. Puis ouais, c'est ça. Tu sais, là, j'ai un peu plus parlé mode chacun pour soi, mais mode équipe, tu rajoutes vraiment un autre niveau. On va jouer en alternant les équipes souvent. Là. Dans le fond, il va y avoir un joueur d'une équipe, un joueur de l'autre, puis on tourne comme ça. Puis là, on a vraiment une twist de plus parce que la mise de mains qui vont être gagnées au début qu'on détermine au début du round, c'est commun, puis c'est la plus haute dans le fond qui a priorité. Fait que quand tu vas mettre ta carte, que tu dis moi je pense qu'on va en gagner 4, puis que ton allié dit moi je pense qu'on va en gagner 2, t'as comme une petite une petite information qui te dit qu'il y a pas l'air d'avoir un bon jeu. Mais tu sais, tu peux pas trop communiquer, tu peux pas communiquer vraiment autre que comme ça. Non, c'est ça, puis peut-être en le changeant pendant la partie, mais ça coûte cher, là. Ah, c'est ça, tu sais, ça peut te coûter la victoire au final de changer ta carte, même si tu réussis à faire ce que t'as misé. Puis là, c'est ça. Ça rajoute une autre dynamique parce que à 4, souvent, tu vas essayer un peu de setuper ton allié. Tu sais, souvent, quand t'es le premier à jouer, tu vas essayer de jouer une carte qui va envoyer un signal à l'autre joueur de ton équipe qui va pour dire admettons moi je pense que je veux gagner la main ou moi je veux aller chercher une carte d'or. Fait que tu sais, faut que tu gages un peu qu'est-ce que ton allié a. Faut que tu saches à quel moment te dire faut que tu regardes les cartes puis pour savoir OK, as-tu l'air d'avoir encore assez de ça ou tu sais c'est pas mal intense. C'est vraiment vraiment intéressant à jouer puis à voir le mind game un peu en arrière quand on est en équipe là, c'est vraiment bien. Ouais, puis, parce que tu veux comme à la fois setter ton coéquipier ou forcer le deuxième adversaire à vraiment se commettre pour que le coéquipier en profite le plus possible, qu'il soit capable de jouer que sa base carte elle soit pas si basse que ça pour aller chercher un bon atout. Ou que justement de pas laisser faire ça à l'adversaire, tu sais, c'est tricky. Ouais. Oh. Fait que c'est ça, c'est vraiment bon. Moi j'ai beaucoup aimé l'expérience puis que ce soit à 3 ou à 4 joueurs, je trouve que c'est vraiment intéressant comme défi pour peu importe le nombre de joueurs. Ouais, c'est vraiment différent, je pense. Parce qu'à 3, que... t'as comme personne pour te rattraper quand t'as pas un bon jeu, tu sais. Ouais, mais en même temps, t'as plus le contrôle, tu sais qu'est-ce que t'as dans les mains, tu sais qu'est-ce que tu penses gagner, tu sais, t'as un peu plus de contrôle sur ce qui va t'arriver. Quand t'es en équipe, tu sais, si t'as un bon jeu, puis que l'autre a un jeu pourri, puis que là, on n'est pas capable d'atteindre notre mise, ça peut devenir plus tannant, ou tu sais, tu veux envoyer un signal à l'autre, admettons, puis c'est mal interprété. Tu sais, t'as ce niveau-là et tout qui peut influencer si t'as aimé ta game ou pas. Ouais. Ben, je pense que c'est classique dans les jeux de levée, là, d'essayer de communiquer, avec tes partners, là. Ben, ceux qui se jouent en équipe, là. Souvent, ouais. la carte que tu joues, c'est pas juste pour dire, tu sais, c'est le 3 bleu, là, ça veut pas juste dire que c'est le 3 bleu, tu sais. Mais quoi, dans celle-là, c'est comme, moi j'ai trouvé que c'était plus dur de communiquer justement du fait que t'es vraiment restreint sur les couleurs que tu peux jouer, là. Surtout si t'es le 3e ou le 4e joueur, il y a de moins en moins de choix au fur et à mesure que la main elle avance, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, plus on approche, plus c'est comme la roulette russe, tu sais. Plus il y a le nombre de levées progresse, plus il y a de chances que ça buste. Ouais. Puis là, ça des fois et tout, c'est spécial parce que des fois tu peux avoir avoir une idée du contrôle puis te dire OK, je peux m'arranger pour jouer des cartes pour que j'essaye de buster plus vite. Ouais, c'est ça. Ça peut être une stratégie de miser bas, de l'atteindre rapidement, puis d'essayer de buster après, tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a ce jeu-là aussi qui est dans la partie pendant qu'on
pouvais l'élever. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de stock dans un jeu qui est juste un paquet de cartes puis qui s'est d'élever. Là, j'ai vraiment trouvé ça cool. Ben, je pense qu'il y a autant de choses que dans les autres jeux de levée, mais je trouve que c'est plus difficile d'évaluer l'état du jeu puis est-ce que j'ai une bonne main ou pas. Parce que dans un jeu de levée de classique, là, avoir une main toute la même couleur, c'est quand même bon d'habitude. Dans celui-là, pas tant. Non, c'est Parce ça. que tu vas buster rapidement, là. Puis quand je reçois ma main de carte, j'ai de la misère à me dire comme c'est-tu un bon jeu, c'est-tu un mauvais jeu, tu sais, combien de levées que je veux miser, puis tu sais, être dernier, c'est autant avantageux que d'être premier quasiment, parce que tu sais, oui, si tu fais plus de levées, tu peux miser plus haut pour faire plus de points comme ça, mais si t'as beaucoup de petites cartes, ben tu vas peut-être aller chercher plus d'atouts, puis tu peux faire des points comme ça aussi, tu sais. Ouais, puis c'est ça, tu sais, faut pas négliger ça parce que les atouts, ils peuvent donner quand même beaucoup de points en fin de partie. Si t'es tout le temps le dernier, tu peux comme juste accumuler tes atouts, puis à la fin, pas avoir gagné beaucoup de levées, mais avoir fait autant de points que les autres. Non, t'as même pas besoin de les utiliser pour gagner des mains, puis ça te vaut des points. Là. C'est un peu ça que t'avais fait dans la dernière partie à 3 qu'on a joué. Là. Ouais, tu sais, je disais, bon, ben je vais gagner 3 levées, 2, 3, 4 peut-être, mais j'allais chercher les atouts. Tu sais, c'est bien balancé quand même parce que tu sais justement vu que c'est quand t'es celui qui met le plus bas, c'est toi qui commences. Ben c'est un peu les autres qui doivent s'arranger pour pas te laisser une autre fois. Ouais. Fait que, ça je trouve quand même que ça a été bien pensé parce que sinon ça aurait pu t'aurais comme tout le temps été avantagé à jouer bas. Mm-hmm. Mais le fait que les autres peuvent jouer la même valeur que toi, puis te prendre le plus bas au final. Là. Ouais, ça aussi ça équilibre bien. Fait que je trouve que ça a été bien pensé puis ça se passe bien. Je pense que ça fait le tour. Puis j'ai hâte de t'entendre parler de ton jeu parce que c'est un jeu aussi qui m'avait beaucoup un jeu de levée qui m'avait beaucoup intrigué puis que j'aimais bien la petite twist qu'il avait mis. Ouais, ben moi, mon jeu, c'est Ghost of Christmas. Les auditeurs de longue date se rappellent peut-être qu'on en a déjà parlé parce que je l'avais joué à Dice Tower West quand j'étais allé l'année dernière. Donc, c'est un jeu de l'auteur Taiki Shinzawa et publié en Amérique du Nord par BoardGameTables.com qui maintenant s'appelle All Games, je pense. Donc, c'est une compagnie qui fait des tables, mais aussi des jeux. Et celui-là, dans le fond, c'est ils ont comme repris un jeu japonais qui était publié par Kentaiki. Donc, Ghost of Christmas, c'est full thématique. Notre épisode sort le 24 juillet, donc la veille du Noël des campeurs. Puis, c'est un petit jeu de cartes que tu peux amener en camping. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est parfait. C'est ça. Fait que le thème, c'est basé sur le Christmas Carol. Là. Donc, on se rappelle là, le vieux grincheux là, qui se fait... le vieux boss grincheux qui se fait visiter par les esprits des Noëls passés, présents et futurs pour faire fondre son cœur de pierre. Fait que c'est ça, mais en jeu de levée. Ouais, on le sent tout de suite, là, le lien. Fait que c'est un peu weird comment ça marche. C'est qu'il va y avoir, dans le fond, tout le temps 3 levées en même temps. Une dans le passé, une dans le présent, puis une dans le futur. Fait que, au début de la manche, tu reçois 12 cartes. Il y a 4 couleurs de cartes. Il y a une couleur rouge qui est comme toujours l'atout. Puis là, tu vas, un peu comme dans Aurum, tu vas devoir miser combien de levées tu penses que tu vas gagner sur les 12. Puis, tu peux te donner un petit jeu. Fait que tu peux dire, soit j'en gagne 4 straight. Puis là, si je réussis à en faire exactement 4, je fais 8 points. Puis si je fais n'importe quel autre nombre que 4, je fais 0 points. Ou tu peux aussi dire, ah, ben, je pense que je vais en faire 4, mais peut-être 5. Fait que là, si j'en fais 4 ou 5, je fais 4 ou 5 points. Puis si je fais n'importe quoi d'autre, je fais 0. C'est high risk, high reward, mais c'est très punitif. C'est ça. Fait que tu peux te donner un peu de flexibilité, mais tu t'enlèves l'opportunité de faire des points. Puis là, c'est ça. T'as 12 cartes, puis tu vas les jouer comme par batch de 3.
En fait, t'es joué une à la fois, mais on va déterminer qui gagne les levées par badge de 3. Parce que t'as une levée dans le passé, une dans le présent, une dans le futur. Fait que, Ouais, mettons... c'est un peu abstrait, parce que c'est ça, pour être vraiment clair, c'est que t'as vraiment 3 levées. Fait que dans ton round, tu vas jouer 3 cartes qui comptent chacun pour une levée particulière. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, moi, je joue dans le présent. Fait que là, je joue une jaune. Ça veut dire que... Mais ça devient jaune qui est demandé dans le présent. Fait que si les autres joueurs ont du jaune, ils doivent le jouer dans le présent s'ils veulent. S'ils peuvent. Mais ils sont pas obligés de jouer dans le présent tout de suite. Vincent, il pourrait dire qu'il commence par ouvrir le futur. Fait que là, il pourrait mettre du bleu dans le futur. Fait que là, c'est bleu qui devient demandé dans le futur. Puis là, on continue de tourner comme ça. Puis après ça, on va regarder en premier qui gagne la levée du passé. Fait que qui a mis la carte la plus haute de la couleur qui est demandée. Ou qui a mis un atout le plus haut. Puis là, la twist qui fait vraiment le jeu, c'est que la personne qui gagne le passé, ben là, après ça, quand on tombe dans la levée du présent, ben ça devient elle qui a joué en premier. Fait que même si, pendant qu'on jouait les cartes, c'était peut-être jaune qui était demandé, si la personne qui a gagné le passé a pas joué de jaune, ben finalement, ça devient vert qui est demandé si c'est ça que la personne a joué. Fait qu'il y a comme une espèce de twist que tu peux te vider d'une couleur pour essayer d'aller comme fuckailler le jeu des autres en gagnant le temps d'avant, tu sais. Quand tu le joues, c'est vraiment clair, mais je sais pas à quel point que je l'explique bien en audio, là. Ouais, ben tu sais, c'est un peu comme ça va en cascade, tu sais, c'est celui qui gagne le passé établit la couleur pour la prochaine. C'est ça, puis c'est pas nécessairement ça que c'est la restriction que c'était quand tu l'as joué. Fait que tu peux comme bypasser ça puis gagner beaucoup de levées comme ça, tu sais. C'est vraiment intéressant parce que c'est ça, tu peux si t'as plus de cartes d'une couleur qui est demandée, tu peux t'arranger pour utiliser ça à ton avantage en t'assurant de gagner en gagnant le passé. Puis là, ça fait que ta carte qui est de la couleur qui était pas demandée devient la carte demandée puis l'atout dominant. Puis là, tu remportes les 3 levées finalement. Alors que à première vue, mais t'avais pas l'atout va fourni la bonne toujours couleur. tromper tout, tu sais. C'est pas... Ouais, t'as le cœur, oui, le rouge qui, oui, casse ça. C'est ça. C'est comme la façon, en fait, d'empêcher que quelqu'un gagne les 3 levées après avoir gagné la première, c'est que tu peux le briser avec l'atout. C'est ça. Si t'as plus de la couleur qui est demandée, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, les premières mains, ça arrive moins. Parce que là, tu sais, tout le monde a un peu de chaque couleur, là, mais rapidement, parce que dans le fond, à chaque round, on va faire 4 fois les 3 timelines, si on veut. Là. Fait que dans le premier, il n'y a pas trop de coupures puis de changements, là, mais rapidement, ça virevolte puis ça part d'un bord puis de l'autre, puis il faut vraiment que Tu restes à l'affût, là. de qui a quelle couleur, puis tu sais est-ce que tous les atouts sont sortis, en reste-tu un, ça va-tu comme fourvoyer mes plans, tu sais, c'est le fait d'en jouer 3 en même temps, ça fait beaucoup de choses à tracker, mais ça rajoute vraiment une bonne couche de stratégie, je trouve. Là. Ce que je trouve cool, c'est que si on a demandé, tu sais, du jaune au présent, puis là, toi, t'as une carte jaune, mais tu sais qu'elle battra pas la première, tu peux décider de te vider de ton jaune dans un autre, dans le présent ou le futur, admettons, pour pouvoir jouer autre chose. Fait que t'as ça et tout qui rentre en ligne de compte. Tu sais, tu peux planifier te vider d'une couleur pour aller jouer dans un autre timeline parce que rendu là, t'as plus la couleur qui est demandée, mais ça te permet de faire ta victoire en crescendo après, tu sais, c'est... Ouais, ben c'est une coche de plus qu'un jeu de levée traditionnel. Là. Mais si on passe aux comparaisons, là, contrairement à Aurum, tu sais, les conventions de genre j'ai beaucoup d'atouts ou j'ai pas d'une couleur, c'est toute ta logique puis ton évaluation de main que tu as développé avec les autres jeux de levée, ben tu vas pouvoir les appliquer dans celui-là. Contrairement Ouais. à Aurum que là
étant donné que tu peux jamais suivre une couleur qui a été jouée, on dirait que ça, tu perds tes repères un peu là, quand tu commences à jouer à celui-là. Faut rapidement que tu te mettes dans un autre mindset là qui est, tu sais, ça reste un jeu de levée puis ça reste qu'il faut que tu gères ta main puis tout ça puis que tu regardes quelles cartes qui sont passées, qui a quoi, mais comme pas pour les mêmes raisons, tu sais. Ouais. Puis tu sais, c'est vrai aussi que justement, en restant plus proche des conventions des jeux de levée, quand tu vois ta main dans Ghost of Christmas, tu sais, t'as une bonne idée de si ta main est bonne ou pas. Mm-hmm. Fait que tu peux plus facilement, tu sais, choisir combien tu penses que tu vas gagner de levée. Ouais, puis tu sais, t'es moins restreint que dans Aurum, là. Tu choisis le nombre de levées, puis tu peux même te donner un petit jeu en rajoutant une petite porte rouge, mais tu t'enlèves l'opportunité de faire des points. J'aime ce trade-off-là, que là, à chaque main, c'est comme, je suis pas mal sûr, je peux en faire 4, mais tu sais, exactement 4. Parce que tu sais, des fois, surtout quand t'es le premier à miser, là, tu sais pas que genre de jeu les autres y ont. Quand t'es le dernier, au moins, tu peux comme évaluer, ah ben là, tout le monde, tu sais, eux autres, ils ont misé bas, fait qu'ils vont peut-être essayer de passer en dessous, fait que peut-être que mes 9 puis mes 10 ont plus de chances de gagner les levées que si tout le monde a misé haut puis essaye de toutes les gagner, tu sais. Ouais, puis même à ça, tu sais, ce qui est cool, c'est que même si t'as une grosse main, tu peux te faire avoir par justement le fait que la couleur demandée peut changer. Mm-hmm. Fait que je trouve ça vraiment cool parce que tu peux quand même t'en sortir si t'as pas nécessairement des bonnes cartes. Tu peux t'arranger pour quand même faire en sorte que tes pas bonnes cartes de la pas bonne couleur gagnent. Ouais. Fait que c'est pas mal cool. Puis à l'inverse, tu sais, au Rhum, les basses cartes sont bonnes aussi, là, parce que être premier puis être dernier, c'est vraiment avantageux. Fait que tu sais, tu veux juste pas être dans le milieu au final. Fait que ça aussi, c'est un autre mindset. Puis ça, c'est plus en... Souvent dans les jeux de levée, c'est ça, là. Soit que tu veux rien gagner ou tu veux toutes les gagner ou tu veux en gagner un certain nombre. Fait que tu sais, d'être dernier, ça peut être bon. Fait que tu sais, cette façon de penser-là, tu peux l'appliquer, mais c'est ça, les gestions des cartes et des couleurs est vraiment différente, puis ça peut être déstabilisant au début, tu sais. Ouais, non, ça prend une première game pour vraiment te faire comprendre le système puis de voir ce qui peut être une bonne stratégie. Mais j'aime le fait que c'est ça, tu sais, dans le cas des deux jeux, je trouve que ce qui est le fun, c'est que le jeu, il dépend beaucoup de ta main, oui, mais tu peux réussir à jouer intelligemment puis faire qu'une main qui peut, en apparence, pas être bonne, peut finalement être payante. Si tu réussis à bien placer ton jeu, à jouer tes cartes intelligemment, c'est ça, tu peux vraiment t'en sortir puis aller piocher des points un peu partout puis gagner pareil. Mm-hmm. Puis à Ghost of Christmas, par exemple, si tu vois que tu vas pas réussir ton bid, mais tu peux t'arranger pour que les autres ils le réussissent pas non plus, tu sais. Étant donné qu'il faut avoir comme un nombre bien précis, ben dès que t'as busté, là, ben, tu peux essayer de tout aller chercher finalement, puis ou si tu vois que tu n'auras pas assez, ben tu passes en dessous certaines que t'aurais peut-être pu gagner puis que les autres s'attendaient pas à avoir. Fait que les autres ils vont en avoir trop puis ils feront pas de points non plus, tu sais. Ouais, c'est ça, tu peux scraper le plan des autres aussi. C'est ça, c'est vraiment je trouve, c'est deux jeux qui réussissent bien à réinventer le concept puis à y rajouter un niveau de réflexion puis de stratégie de plus. Ouais, ou ça va être de plus, moi je pense qu'il est plus différent. Surtout dans le cas de Aurum, tu sais, je trouve pas qu'il est plus stratégique que les jeux de levée, c'est juste que la stratégie est vraiment pas pareille. Tandis que là, Ghost of Christmas, lui, le fait qu'il y en ait trois en même temps, ben là, t'as comme plus de choses à considérer en même temps. Ouais, ouais. C'est vrai que, tu sais, l'aspect c'est plus l'aspect un peu qui change la dynamique habituelle dans Aurum qui est le défi au début. Mm-hmm. Mais là, on parle beaucoup, là, on n'a pas beaucoup parlé du truc du mode de jeu à 4 où là, tu sais, t'as de la grosse interaction entre toi
puis ton acolyte aussi qui rajoute Mhm. un niveau supplémentaire. La première partie que j'ai joué en équipe avec Patrice Allé, qui est avec qu'on a invité il y a pas longtemps. Mhm. Puis j'avais l'impression de pas comprendre ses signaux. Il y a des moments où j'étais gêné, tu sais, je joue une carte, puis là il y a Pat qui regarde puis dit OK. Là je suis comme qu'est-ce que j'ai fait là? On a perdu, puis c'est ça. Ça a été un peu ma partie d'apprentissage. Là. Ça a mieux été quand on a refait à 3, où est-ce que là j'avais le plein contrôle de ce qui se passait. Mhm. Mais C'est ça qui en est rough équipe, des fois avec les jeux en équipe, c'est que tu veux pas s'il y a un niveau différent entre les deux partners, là, celui qui a moins d'expérience là-dedans peut se sentir mal justement de comme pas comprendre les communications subtiles que l'autre essaie d'y passer, puis tu sais ça peut être frustrant puis décevant quand tu te sens un peu inadéquat là. Tu veux pas laisser ouais, tomber ton partner, tu sais, puis mais c'est pas parce tu sais, tu fais pas exprès de jouer mal, c'est juste tu vois pas ou tu comprends pas. Soit tu vois pas l'opportunité ou tu comprends pas le message caché. c'est ça. Mais tu sais c'est une facette de tous les jeux de levée En en équipe. équipe. Bon. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas on peut aimer ou pas, là, mais c'est ça. C'est au pire il se joue à trois aussi si vous êtes des si vous aimez mieux jouer individuellement, tu sais. Ouais. Quelque chose d'autre à ajouter? Niveau esthétique, les deux, tu sais, ça reste des jeux de levée, là. C'est Ah ben je donnerais quand même le point à Ghost of Christmas là-dessus. Là. Il y a un petit peu plus d'illustration là, tu sais chaque valeur de carte c'est comme un personnage des Christmas Carol puis tu sais c'est un peu plus coloré là tandis qu'au Room, tu sais on dirait comme une espèce de tu sais le art fait un peu c'est ésotérique limite, là. ouais tarot, zodiaque, les couleurs ça ressemble un peu aussi là, le gris puis le Ouais. mauve c'est proche mettons. Ouais. Une chance qu'il y ait un symbole sur la carte parce que c'est vrai que des fois je regardais ma main puis j'étais ça c'est-tu la même affaire? Tu sais, c'est c'est sûr en fait une chance qu'il y ait un symbole parce que j'allais dire sinon qu'il était pas très amical pour les gens qui vous distinguent pas bien les couleurs. Les daltoniens. Ouais, entre autres. Mais ouais, pour ça, peut-être esthétique, Ghost of Christmas, ça fait un peu féerique puis tout ça, tu sais, puis les couleurs sont assez différentes. Mais je pense que les cartes dans Rome sont un peu plus grosses puis sont plus satisfaisantes à tenir par contre. Je vais te donner ça. Ouais. Bon, Puis là, les pépites sont nice aussi. Une petite pépite d'or. ouais, pour compter les rounds gagnés, là. Je pense que ça fait le tour, là. Ouais. Fait que ça va être à vous de parler maintenant. C'est quoi votre jeu de levée avancé préféré? Il en existe pas mal d'autres dont on aurait pu vous parler. Mais sinon, dans ceux qu'on vous a présentés, est-ce que vous allez être hashtag Team Sam avec Ghost of Christmas? Ou hashtag Team Vince avec Aurum. Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires YouTube, sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Vous pouvez rejoindre notre Discord. Venez jaser de l'épisode. On a eu quand même beaucoup de nouveaux auditeurs récemment, fait que gênez-vous pas non plus pour venir commenter sur des épisodes plus vieux. Si vous voulez venir voter pour cet épisode-là ou relancer le débat, ça nous fait toujours plaisir de jaser de jeu avec vous. Que ce soit l'épisode le plus récent ou le plus vieux même. On va retourner dans les archives pour vous. Ça nous gêne pas, en plus, on avait commencé par nos jeux préférés. C'est vrai que j'ai pas besoin de me faire prier pour parler de Guards of Atlantis. Je l'avais pas mentionné encore. C'est vrai, L'épisode ouais, est presque fini puis je l'avais pas dit. Wow. C'était pour toi, Martin. Toutes les fois qu'on se voit, il me remet ça sur le nez. Donc c'est ça, n'hésitez pas à venir commenter sur cet épisode-là ou n'importe quel autre. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager avec d'autres qui pourraient l'aimer aussi. Puis si vous aimez vraiment, vraiment ça, vous pouvez nous encourager sur Patreon. Donner une petite tape dans le dos pour notre travail qu'on fait pour vous. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème.
Et surtout, merci à vous de nous écouter, puis merci d'être là jusqu'à la fin. Alors, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye!